j'ai découvert Rabindranath Tagore avec une première œuvre, Charulata. Cette histoire m'a surprise par sa modernité, un regard fin sur la condition féminine des Indiennes de l'époque de fin du 19e. C'était donc avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis plongée dans une autre œuvre de ce même écrivain, Gora. Son roman le plus long d'ailleurs. Et là, j'ai été conquise et je vais vous dire pourquoi. Bienvenue dans Un moment en Inde, en Chine, un podcast dédié aux œuvres culturelles chinoises et indiennes. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous propose d'aller en Inde et d'explorer le roman Gora de Tagore. D'abord, qui est Tagore ? Il est né en 1861 à Calcutta dans une famille de brahmanes. Il s'intéresse très vite à la littérature et commence à écrire des poésies dès l'âge de 8 ans. Ses textes seront publiés dès l'âge de 16 ans et il s'intéressera à d'autres genres littéraires, tels que la nouvelle, le roman, l'essai ou bien le théâtre. Tagore évolue dans une famille opposée au système de caste. Son père est d'ailleurs un des fondateurs du Brahmo Samaj, un mouvement monothéiste qui s'inspire de pratiques religieuses chrétiennes notamment. Tagore est aussi un opposant au Raj britannique et soutient Gandhi dans son combat pour l'indépendance de son pays. Il est prix Nobel de littérature en 1913 et il aura une profonde influence sur la culture indienne. Il mourra en 1941, soit 6 ans avant l'indépendance de l'Inde. Gora est une œuvre majeure de l'écrivain en ce qu'elle condense beaucoup de ses réflexions, que ce soit la critique du système de caste, la pression du groupe social sur l'individu, l'acceptation des autres ou bien la condition des femmes. Ainsi, Gor Mohan, dit Gora, est un jeune indien très blanc de peau, Gora signifiant blanc, et de grande stature. Son charisme lui permet d'avoir beaucoup d'influence sur son groupe d'amis, qui promeut le respect strict des préceptes religieux de l'hindouisme. Son ami le plus proche, Binoy, n'est pas aussi étroit d'esprit que lui. Au début du roman, Binoy fait la rencontre de Paresh, le patriarche d'une famille de confession du Brahmo Samaj, et il va nouer avec ces derniers une amitié sincère. Mais ce rapprochement avec cette famille non hindoue sera très critiqué par Gora et entraînera beaucoup de disputes. Il est important de resituer l'intrigue dans le contexte historique du roman. Nous sommes à la fin du 19e, dans une Inde sous domination britannique. Gora n'a pas toujours été un orthodoxe hindou, il mentionne d'ailleurs avoir été brahmo pendant un temps. Cependant, il justifie ce changement par la volonté de protéger la culture de son pays face à l'influence grandissante de l'envahisseur anglais. En gros, l'hindouisme étant selon lui la religion de l'Inde, pratiquer cette religion dans son aspect le plus rigoureux reviendrait à préserver la culture indienne. Être un hindou orthodoxe revient à faire acte de patriotisme. Gora est donc pieux par nécessité et non pas par foi véritable. Il apparaît comme quelqu'un de très intolérant et de peu avenant, mais à mesure que le temps passe, Gora évolue, notamment par le fait que c'est un homme qui ne supporte pas l'injustice, qu'elle s'attaque à des hindous ou à bien d'autres. Au chapitre 26, un événement va amorcer ce changement chez Gora. Alors que celui-ci et son ami sont en voyage dans la campagne de Calcutta, il arrive chez un barbier hindou. Il découvre que ce barbier a adopté un orphelin musulman, un acte critiquable au regard de l'orthodoxie hindoue. Le barbier se justifie en narrant l'histoire tragique de ce garçon, l'état dans lequel se trouve le village musulman de Gozepara, le village du jeune orphelin en question, a été alloué aux planteurs d'indigo pour leurs activités. Farou Sardar, le leader du village, s'oppose à cette expropriation. S'ensuivent des affrontements entre la police du Raj et les villageois qui aboutissent à la mutilation d'un Anglais. C'est alors que la police, pour l'exemple, passe à un autre niveau de violence en ravageant les maisons par le feu et en violant les femmes. Farou et ses compagnons sont emprisonnés, la femme et le fils de Farou, Tamis, ont été laissés démunis sans nourriture. C'est alors que la femme du barbier a décidé de recueillir le garçon. Depuis cet événement, les villageois sont régulièrement victimes de violences et d'agressions gratuites, sous des prétextes fallacieux. Alors que le récit ébranle considérablement Gora, son ami, lui, est plutôt inquiet pour sa soif et demande où il pourrait trouver le quartier hindou le plus proche. Le barbier leur indique la maison du collecteur de loyer de l'usine d'indigo, un homme cruel qui n'hésite pas à accueillir chez lui l'inspecteur de police du Raj dans son propre intérêt. Mais il est hindou. Cet épisode montre à Gora que l'on peut être un bon croyant hindou et pourtant se mettre au service du colonisateur, et ce au détriment de ses compatriotes et de son pays. L'hindouisme ne peut constituer le dénominateur commun d'un patriotisme salvateur pour la cause de l'Inde. On remarque aussi qu'au début du roman, Gora apparaît intolérant de par sa pratique de la religion, contrairement aux adeptes du Brahmo Samaj. Mais cette tendance s'inverse tout au long du roman.
On découvre un bravo samaje prêt à rejeter certains des leurs au moindre faux pas. On y voit aussi les dérives de l'intolérance dans la vie personnelle des individus et les conséquences malheureuses qu'elles engendrent. Quelle que soit la religion, l'intolérance se traduit par les mêmes tragédies. Le discours de Tagore à travers ce roman est plutôt clair. L'Inde est une terre aux cultures, aux religions diverses. Il n'y a pas une Inde, mais des Indes. Ce roman est riche en réflexions sur cette altérité que certains aimeraient effacer de la mémoire historique de l'Inde, et on en voit aujourd'hui la traduction politique d'une telle position. L'Inde, selon Modi, est une Inde hindoue. Narendra Modi commence sa carrière politique en 2001 dans l'état de l'ouest de l'Inde, le Gujarat. Pendant plus de 10 ans, il y impose l'idéologie de l'Hindutva, une idéologie qui définit l'hindouisme comme religion supérieure par rapport à d'autres religions. Élu Premier ministre depuis 2014, lui et son parti, le BJP, s'emploient à faire passer des lois discriminatoires, notamment envers les musulmans, première minorité religieuse avec près de 14% de la population. En 2017, une loi est votée visant à criminaliser l'abattage des bovins. La vache est considérée comme un animal sacré dans la mythologie hindoue, et on sait que les éleveurs de bétail et les bouchers sont principalement musulmans. Autre loi en 2019, celle permettant aux immigrés d'être plus facilement naturalisés, les musulmans en sont exclus. Ces derniers sont de plus en plus victimes d'agressions, de lynchages, voire de meurtres, sans que les auteurs n'ont à se soucier des conséquences de leurs actes. Je vous recommande d'ailleurs le très bon documentaire d'Envoyé spécial sur le sujet, Inde, le péril fanatique. Récemment, Modi a inauguré un temple de Ram à Ayodhya, dans l'Uttar Pradesh, nord-est de l'Inde, qui a pris la place d'une mosquée. Cette idée d'une Inde homogène et monolithe est un fantasme, un mythe contredit par son histoire pourtant, mais est-ce que ce qui importe le plus ? Modi s'attaque déjà à la réforme des programmes scolaires. Plus d'un siècle après l'apparition de Gora, on est finalement guère avancé et l'Inde prend une direction qui aurait horrifié Tagore le premier. Car c'est bien le message qu'on a voulu nous transmettre, qu'a voulu nous transmettre l'écrivain à travers Gora. L'Inde, encore une fois, est multiple et elle est belle dans sa diversité culturelle et religieuse. Il ne nous reste plus qu'à espérer de meilleurs jours pour ce magnifique pays. Pour conclure, je vous recommande chaudement la lecture de Gora, bien que ce soit un livre assez épais, près de 700 pages. Il est divisé en chapitres très courts, ce qui rend la lecture plus facile. Les personnages sont très bien travaillés et cohérents dans leur évolution. On y trouve des personnages féminins forts et aussi beaucoup de notes d'explication concernant les codes culturels de l'Inde. Le bémol que je pourrais relever serait la longueur de certains dialogues, mais cela reste un très bon roman qui gagne à être connu, aujourd'hui, plus que jamais.